De retour dans l'Africa Newsroom, Almami Kaloko, président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée, Thierno Amidou Baldé, consultant en développement durable et membre de l'UFDG, parti de l'opposition en Guinée, ainsi que Daouda Tall, sont toujours avec nous. Alors, au Kenya, une sécheresse quasi sans précédent menace près de 3 millions de personnes. 3 comtés à l'ouest et au centre du pays sont particulièrement secoués. Samburu, Baringo et Laikipia. Sur place, face au manque d'eau et souvent de nourriture, les agriculteurs et les autorités tentent tant bien que mal de trouver des solutions. Birama Saonera. Le changement climatique affectant certaines parties du Kenya a forcé de nombreuses personnes à parcourir de longues distances à la recherche d'eau. La plupart d'entre eux ont dû creuser des puits pour trouver de l'eau. La baisse des pluies a aussi poussé les agriculteurs à changer la culture du maïs, principal produit agricole du pays, au profit du sorgho et des haricots qui poussent mieux dans de mauvaises conditions climatiques. Dans le passé, nous dépendions du maïs dans cette zone au lieu du sorgho. Mais maintenant, le maïs ne pousse pas et nous cherchons à augmenter notre production de sorgho. Cela se fait mieux pour la vente et pour la consommation domestique. La mauvaise pluviométrie a engendré le besoin d'une aide alimentaire touchant 2,7 millions de personnes au Kenya. Elle a aussi entraîné une hausse des prix des produits alimentaires de base tels que le lait et les légumes. Les régions arides et semi-arides représentent plus de 80% de la masse terrestre du Kenya et abritent environ 36% de la population. Face à cette situation, 24 000 agriculteurs bénéficient depuis 2015 d'un programme financé par le Fonds international de développement agricole. Nous commençons avec l'agriculteur dès la préparation du terrain afin de s'assurer qu'il conserve autant d'humidité que possible au niveau du champ, notamment avec des pratiques comme la technique de conservation qui empêche de perdre beaucoup d'eau. Nous accompagnons aussi l'agriculteur avec des compétences nécessaires afin que toutes les pratiques agroécologiques soient réalisées de manière à obtenir le maximum de rendement possible. Avec l'appui du FIDA, certains agriculteurs ont doublé les rendements malgré les conditions climatiques. Aujourd'hui, en adoptant des pratiques agricoles améliorées, les agriculteurs espèrent aider à nourrir environ 10 millions de Kenyans qui souffrent déjà d'une mauvaise nutrition à cause de la mauvaise pluviométrie dans le pays. Daouda, donc près de 3 millions de personnes ont donc besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Est-ce que cette situation révèle un échec du gouvernement kényan en matière de prévention et d'atténuation des situations de sécheresse? Oui, je crois que, bon, en même temps, l'État kényan fait ce qu'il peut. On sait très bien que les changements climatiques touchent toute la planète, finalement. Et en matière de changement climatique, effectivement, il y a deux vrais pôles, deux grands pôles. L'atténuation, essayer d'atténuer par un certain nombre de... Par exemple, pour le bois que l'on coupe, etc., avoir des solutions alternatives pour atténuer l'impact, le changement climatique. Et puis, l'autre, c'est l'adaptation. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur le volet adaptation. Comment le changement climatique est une réalité, la sécheresse est là. Comment on fait pour s'adapter afin que les populations, leurs conditions de vie ne se dégradent pas. Et je crois que c'est quand même très intéressant d'avoir ce type de projet. Maintenant, il faut voir l'efficacité. Bon, là, il me semble que ce n'est pas forcément l'État kényan, c'est le FIDA. Le FIDA appuie l'État et il faut aussi que les États aient une volonté politique plus prononcée, puis que je reviendrai rapidement sur la COP 21, 100 milliards de dollars, enfin l'enveloppe qui avait été... Donc le financement annoncé, toujours attendu. Hein. Le financement toujours attendu pour aider ces populations en milieu rural, parce que l'essentiel de la population africaine vit en milieu rural. On dit que l'Afrique, c'est 60% des terres arabes dans le monde, et donc je pense que l'Afrique peut même nourrir le monde. Et du coup, il faut que les États africains, le Kenya en particulier aussi, puissent mettre en avant des programmes vraiment intéressants pour éviter qu'il y ait ce qu'on peut appeler aujourd'hui encore des réfugiés climatiques, parce que ça peut être une menace sécuritaire également. Thierno Amidou Baldé, sans forcément atteindre les niveaux de malnutrition de la Somalie ou du Soudan du Sud, l'ampleur de la faim au Kenya intrigue quelque peu. On sait que voilà, c'est un pays assez stable politiquement, et puis c'est aussi la première puissance
d'Afrique de l'Est. C'est quand même assez intriguant, cette situation. Bon, ça explique un peu, notamment le fait que la richesse du pays, souvent, n'est pas bien partagée. Quand on voit qu'une puissance économique comme ça, mais dans ce pays-là où on a une souffrance, notamment, on parle encore de famine en Afrique, chez nous, alors qu'on, normalement, quand on regarde le volume d'importation de produits alimentaires que l'Afrique importe vers ce continent-là, c'est plus de 50 milliards de dollars par an. Si tout cet argent-là était investi en Afrique, que ce soit au Kenya, c'est-à-dire que le gouvernement kenyan avait véritablement une politique agricole définie par les Kenyans, parce que certainement, comme la Guinée ou autre, il y en a des ingénieurs qui sont formés en Occident, des Kenyans de nationalité, qui ont quand même des études, des expériences professionnelles, qui peuvent définir des véritables politiques agricoles permettant à ces pays-là de prévenir, mais aussi de faire face à l'actualité, que ce soit notamment dans le domaine ici du changement climatique. C'est vrai que le changement climatique permet à l'Afrique aussi d'innover, notamment en adoptant certains types de cultures, mais aussi l'Afrique devrait quand même faire de la prévention, mais aussi réclamer son droit, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même accepter que les États-Unis qui polluent et qui ne payent pas, et Donald Trump arrive à sortir du climat sans contrepartie, alors que l'impact notamment du climat au niveau des États-Unis, cela va toucher et les Kenyans, malgré que les Kenyans ne polluent pas, mais aujourd'hui ils ont de la souffrance en termes notamment du changement climatique. Al-Mami Kaloko. Oui, mes deux prédécesseurs ont tout résumé. Il faut aller vers des pratiques alternatives face au réchauffement planétaire, car tous les pays sont concernés. Aussi, les pays les plus pollueurs doivent payer, parce que ce n'est pas à l'Afrique de payer l'addition salée par la malnutrition, par la sécheresse. Et je sais que peut-être que le gouvernement kenyan fait ce qu'il peut. C'est un pays qui est très riche pour sortir de cette situation, mais le réchauffement planétaire est un phénomène inexorable. Et donc les pays les plus pollueurs, il faut mettre en tout cas un cadre formel en place qui puisse permettre aux pays les plus pollueurs de dédommager ceux qui subissent cette conséquence-là. Alors, autre actualité, les réserves de change affichent une hausse de 16% au Nigeria. C'est ce qu'indique la Banque centrale. Il s'agit d'une légère embellie sur l'économie nigériane en crise depuis presque 2 ans. Siamlo Victoria Sedji. Après plusieurs mesures visant à ralentir l'inflation et accroître ses réserves de change, le Nigeria connaît une amélioration de sa situation économique. Selon la Banque centrale, les réserves de devises extérieures ont atteint en juin dernier la barre de 30,27 milliards de dollars contre 26,09 milliards de dollars début 2017. C'est une hausse de 16%. Rappelons que les efforts du gouvernement avaient jusque-là permis d'injecter près de 6 milliards de dollars supplémentaires sur le marché interbancaire. Une alternative dont le but était de pallier le déficit de réserve de change résultant de la chute des cours du brut à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on voit que la crise de liquidité à laquelle le Nigeria a fait face est en train d'être résorbée, notamment par différentes opérations avec les bailleurs de fonds internationaux, tels que les bailleurs concessionnels et puis les bailleurs non concessionnels, parce qu'on a vu aussi le Nigeria aller sur le marché de l'eurobond. Depuis la nette remontée des prix de l'or noir fin 2016, les réserves de devises du Nigeria ont augmenté à 26,34 milliards de dollars, alors que le gouvernement luttait encore à maîtriser l'inflation sous la barre de 16%. La dévaluation de sa monnaie à 199 naira pour $1 en juin 2016 lui avait fait perdre d'importantes devises avec des réserves de change estimées à moins 10,7%. Il y avait la flexibilisation et l'unification du marché des changes et qui était aussi une condition nécessaire à la maîtrise de l'inflation. Le Nigeria affiche encore un déficit budgétaire de l'ordre de 2,23% de son PIB, parce qu'on a une économie quand même où la collecte fiscale hors pétrole est aujourd'hui un des éléments sur lesquels le gouvernement mise. Dépendante à près de 70% du pétrole, la première puissance économique du continent est appelée à impérativement diversifier ses sources de revenus pour dorénavant prévenir cette vague de récession qu'elle traverse depuis près de 4 ans. Thierno Hamidou Baldé, cette dynamique va-t-elle conforter la Banque centrale dans sa stratégie de renflouer les réserves de change dans le pays et ainsi pouvoir opérer une relance de l'économie?
Bon, on pense qu'il y a eu beaucoup de mesures, mais aussi le Nigeria, depuis quelques années, notamment, a évolué positivement dans le domaine de lutte contre la corruption. Vous savez que c'était un pays quand même qui perdait beaucoup d'argent dans les détournements, où il y avait beaucoup de cadres qui détournaient de l'argent. Mais dans ce domaine-là, un pays notamment qui fait des progrès significatifs dans le domaine de lutte contre la corruption, c'est un bon signe pour l'économie parce que ça permettrait à l'économie d'avoir plus notamment d'investisseurs qui s'intéresseront certainement à cette économie-là parce que c'est stable, parce qu'il y a moins notamment de corruption. Mais d'autre part aussi, ça permettrait à l'efficacité et la réduction, par exemple, de coûts de production dans certains domaines, et dans le cadre notamment du pétrole. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé au Nigeria ces derniers temps, c'est surtout le changement radical au niveau de l'ère politique agricole. Et le Nigeria, peut-être, ça sera le premier pays à atteindre l'autosuffisance alimentaire, peut-être au moins pour le riz, pour un grand pays. Ils ont investi quand même beaucoup d'argent dans le domaine agricole, ce qui est un bon signe. Ça diminuera notamment les importations. C'est une fuite de capitaux pour l'Afrique. Mais c'est extrêmement important si cet argent-là est investi au Nigeria en faveur des Nigérians et pour le peuple nigérien. Daouda? Oui, non, je crois que sur le dernier point qu'il a soulevé, l'autosuffisance, par exemple, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que finalement, c'est une économie qui n'est pas diversifiée, le Nigeria, même si... 70% des revenus viennent du pétrole. Voilà, et la contradiction, c'est que malgré cette faible diversification, ça reste première ou deuxième économie de l'Afrique, avec l'Afrique du Sud, en fonction des chiffres. Et je crois que quand on a un grand pays comme ça qui gagnerait, un grand pays comme ça gagnerait à diversifier, ça évitera les importations massives, ça permet surtout de créer des emplois. Pour revenir sur les réserves de change, c'est important d'avoir des réserves de change, surtout quand on est une économie qui n'est pas diversifiée, parce que c'est quand même les réserves de change qui permettent, quand on importe, de pouvoir disposer notamment de devises pour pouvoir gérer les importations. Et puis, la valeur de la monnaie aussi dépend quelque part de vos réserves de change. Donc plus elles sont importantes, plus le pays a la capacité de commercer avec l'international et puis de pouvoir évaluer sa monnaie, enfin une certaine politique monétaire de manière indépendante en ajustant en fonction des indicateurs macroéconomiques. Donc c'est une bonne nouvelle quelque part. D'accord. Alors Almami Kaloko, 16%, c'est assez significatif. Tout de même, comment expliquer cette hausse des réserves? C'est uniquement grâce à l'augmentation des prix du pétrole ou... Certainement, parce que chacun sait que l'économie nigérienne n'est pas beaucoup diversifiée, il y a beaucoup de corruption, les efforts sont faits, mais je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de réformes. À titre d'exemple, le Nigeria est le premier pays en termes de population, en termes d'économie de l'Afrique de l'Ouest, mais en termes d'échanges entre les pays de la CEDEAO, le Nigeria vient derrière la Côte d'Ivoire. Et ça veut dire que les fondamentaux, il faut faire d'énormes réformes structurelles au niveau macroéconomique et microéconomique au niveau du Nigeria pour avoir en tout cas des résultats beaucoup plus... beaucoup plus convaincant en termes économiques. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria compte sur ses seules ressources au niveau pétrolier pour se placer en termes de puissance économique. Il faut faire des efforts au niveau de la corruption, il faut des réformes structurelles au niveau économique, il faut également diversifier les domaines. D'accord. Alors c'est la fin de l'Africa Newsroom. Rendez-vous demain avec un dossier du jour entièrement consacré à la question du financement de l'Union africaine. Almami Kaloko, président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Merci d'avoir été notre invité. Tierno Amidou Baldé, merci à vous également d'avoir assisté à cette émission. Je rappelle que vous êtes consultant en communication et membre de l'UFDG, le parti de l'opposition en Guinée. Merci à vous également, Daouda. Merci Zara. Comme d'habitude, bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement dans l'Africa Newsroom.